Alors maintenant, doit-on cautionner des choses comme ça ou nous devons plutôt être dans la dynamique d'échanger les choses? Le mal congolais à ce jour, c'est à l'homme politique. Je crois que nous allons évoquer. Mais le cas Matata toujours, parce qu'il s'agit ici qu'on ne prétexte pas ailleurs. La justice, ça n'a rien à voir avec sa posture politique. Même alors, entre nous, Congolais, on se regarde. Que Pascal soit président de la République. Un candidat qui peut vraiment aujourd'hui m'inquiéter, c'est Matata Ponyo. Au contraire, je serais content que j'ai un adversaire comme Matata parce qu'il ne représente rien du tout. Que d'avoir quelqu'un qui pèse. Si Matata est candidat de la République, moi, Pascal, je suis président, mais je serais très content. Je dirais cette fois-là que mon élection est assurée. Vrai ou faux? C'est vrai? Sûr et certain. Sur le plan stratégique... Il ne pèse pas. Sur le plan stratégique, si c'est moi le président de la République, je serai l'homme le très content quand Matata s'annonce comme un candidat. Parce que face à lui, je sais que la balance sera claire, déséquilibrée absolument. D'accord, monsieur Pascal. Alors maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Il s'agit de Bukanga Lonzo. Bukanga Lonzo, c'est un projet qui a réjoui pratiquement beaucoup de Congolais. Parce qu'en toute réalité, la République démocratique du Congo importe de l'extérieur, en termes de denrées alimentaires, chaque année, au moins 1,5 milliard de dollars américains, chaque année. Nous importons. Mais si on peut avoir des initiatives de production interne, production locale, c'est une très bonne chose. Donc, ce projet ne pouvait qu'être applaudi et il a été applaudi, il a été salué. Parce que lorsqu'on faisait Bukanga Lonzo, c'était qu'après Bukanga Lonzo, on ait encore d'autres projets ou des constructions des agroalimentaires à travers le pays. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. C'était un projet pilote. C'était un projet pilote. Après ce projet, on allait avoir d'autres Bukanga Lonzo à travers le pays. Et voilà, on va contacter une entreprise chinoise. Enfin, qu'est-ce que je dis? Une entreprise sud-africaine. Africom. Africom, oui. Qui va disponibiliser aussi les moyens. Je crois qu'on parle de 80 millions de dollars américains. Et déjà, d'ailleurs, en 2000, je pense, c'est en 2017, déjà, l'entreprise réclamait la rétrocession de 20 millions de dollars américains. Mais on donne l'argent, on achète les engins. En contrepartie, rien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je n'affirme pas. Mais j'ai l'impression que la République, aujourd'hui, a une dette de ces sociétés Africom. Parce que si l'argent a été donné, mais en contrepartie, il doit récupérer son argent. Obligatoirement. Parce que d'un côté, je ne sais pas, je crois qu'il y avait aussi une part de la République démocratique du Congo sur le projet. Exactement. Mais lorsqu'on parle de détournement comme ça, c'est notre argent. Il s'agit de nous autres, nous engage. Congolais. Alors, nous avons un tel cas. Vous avez été Premier ministre. Peut-être on ne dit pas directement, c'est vous qui aviez pris l'argent. N'y a-t-il pas moyen devant la justice éclairer la lanterne de l'opinion congolaise? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce projet ne réussisse pas? Il a s'expliquer. Un projet, pas devant moi, pas devant la presse. Devant la justice. C'est devant la justice. Je le vois devant la presse. Qu'est-ce que la presse résout? Il va résolver quel problème? La presse ne va pas résolver le problème. Oui. La presse va relayer ce que vous allez dire. Ça s'arrête là. Mais le fait que vous, une partie, vous donniez un point de vue, c'est pour autant que ce point de vue devient inattaquable, devient opposable. Il faut un autre point de vue. Les deux points de vue, de mon point de vue, vont créer maintenant une dialectique. Il y a les pour, peut-être, il y aura les contre, enfin, et en fin de compte, il y aura une conclusion. D'accord. Ne peut tirer cette conclusion que la justice. Voilà pourquoi, bien que vous donniez un point de vue à travers la presse, nous attendons que d'autres partis qui ont des points de vue sur cette question donnent aussi leur point de vue, peut-être qu'ils vont vous contredire, et on va tirer la conclusion. Enfin. Mais substantiellement, lorsque vous regardez les choses évoluer dans ce cas d'espèce, pour finir vous allez vous rendre compte qu'il s'est agi de la mauvaise gouvernance à son temps.
Il y a eu mauvaise gouvernance. Il y a eu mauvaise planification de la question. Et il y a eu mauvaise gestion. Je ne sais pas comment il va se justifier. Donc, je dis mauvaise gouvernance, mauvaise planification, mauvaise gestion sur la question. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Pascal. C'est vrai que lui dit que ce sont ses successeurs qui sont venus torpiller le projet qui était déjà en marche. Il parle du gouvernement Tchibala, qu'il indexe comme étant celui qui est venu. C'est une bonne chose. Devant la justice, il peut dire, voilà, moi j'avais reçu, quand j'étais Premier ministre, il y a eu autant d'argent. L'argent, nous l'avons disponibilisé pour ça, ça, ça. Voilà, sur le terrain, c'est ça que nous avions eu. Et la première année, ça produit ceci. Et deuxième année, ça produit ceci. Mais alors, finalement, quand les autres sont venus, ils n'ont pas... Et là, il va se dédouaner. Mais ce n'est pas maintenant, dans cette ambiance-là, qu'il doit avancer ses opinions. Il y a un cadre approprié pour se justifier. On ne se justifie pas devant la presse de cette manière-là. Donc là, vous donnez un point de vue, la presse va relayer et ça s'arrête. Alors, contre-vérité, que ce soit vrai, que ce soit faux, ce n'est pas à la presse de trancher. De trancher, tout à fait. On va prendre la question maintenant du processus électoral. Monsieur Martin Fayulu a dit qu'il ne déposera pas de candidature. Les membres de tout son regroupement politique ne vont pas déposer de candidature pour les législatives et la présidentielle. Et donc, la question reste pendante. Monsieur Pascal, quelle est votre analyse par rapport à cette position? Mon analyse. Oui. Alors, je vais vous présenter le phénomène du leadership, enfin, sinon, la problématique du leadership phénoménal en politique. Ça semble un peu étrange. Ça veut dire quoi? Le leadership, le phénomène de leadership en politique. Aujourd'hui, lorsque le président Martin Fayulu dit « Je n'irai pas comme candidat tant qu'on n'aura pas audité le fichier électoral, ainsi de suite. » Il avance ses arguments. Ça peut être pertinent, ça peut être très bon pour lui. Mais moi, ça ne me surprend pas. Pourquoi? Nous allons aux élections en 2006. 2006, avant même 2006, nous avions un leader incontestable. C'est Étienne Tshisekedi. C'est le leader. Mais on n'a pas compris, on arrive en 2005, lorsque, après le vote du projet de la Constitution, on aura la Constitution finalement, on organise l'opération de l'enrôlement, le Sphinx dit, je ne suis pas partie prenante. Mon parti, l'UDPS, ne va pas composer, ne va pas participer à cette élection. Et l'UDPS boycotte, Étienne Tshisekedi boycotte. La conséquence a été laquelle? C'est Jean-Pierre Bemba qui surgit. Et Jean-Pierre Bemba devient le leader. Pourquoi? Parce que dans ce phénomène de leadership, deux leaders ne s'assoient pas sur la peau du léopard au même moment. Soit l'un, soit l'autre. Tshisekedi exclu, Bemba prend la tête en 2006. Et on avance. 2011, Tshisekedi réapparaît. La conséquence, c'est qu'avant la réapparition de Tshisekedi, Bemba se retrouve à la Cour pénale internationale. Les deux ne peuvent pas être au même moment. Bemba emprisonné, Tshisekedi reste. Là, c'est 2011. Deux léopards. On arrive, on avance. Pour 2018, plusieurs leaders au même moment. Il faut se neutraliser. Ce phénomène s'applique. Jean-Pierre Bemba neutralisé. Moïse Katumbi neutralisé. Les deux qui étaient restés ne pouvaient pas rester ensemble. Ils doivent se séparer. Il y avait Martin Fayulu et Félix Antoine Tshisekedi. Il faut qu'ils se séparent. Il ne faut plus rester ensemble. Parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir sur la peau du léopard au même moment. Dans la séparation, l'un réussit l'élection. Félix Tshisekedi est proclamé président de la République. Et Martin Fayulu sort comme le leader. On parle des élections de 2023. Martin Fayulu est là. Un leader qui a été exclu en 2018 réapparaît. Moïse Katumbi. Mais les deux ne peuvent pas rester ensemble. Il faut que ce phénomène s'applique. Et voilà pourquoi Martin agit sans tenir compte de ce phénomène, peut-être sans savoir. Il s'auto-exclut. Et l'autre leader va rester. Parce que le phénomène veut que ça soit ainsi.
Si m'aura compris à travers cette émission, il va maintenant appeler son pasteur, faire des prières pour que ce phénomène ne s'applique plus. Et cette fois-là, il peut aller comme candidat. Je ne veux pas avoir un langage élémentaire comme les autres, bon, parce qu'il a compris qu'il a perdu du terrain, il n'est plus fort, tout ça. Ça peut être vrai, mais je ne suis pas dans cette analyse. Parce que je ne peux pas comprendre, moi, qu'à ce stade de temps, comme je l'ai dit la fois dernière, où les opérations essentielles sont déjà faites, les gens parlent aujourd'hui des élections. Au lieu, parce que je crois les 25-26 ici, c'est le dépôt des candidatures oui. Pour les députations, oui. Pour la députation. Oui, oui. Mais déjà, à ce stade, à 2 jours, une telle position soit prise par un président d'un parti politique, le leader soit-il. Ce n'est pas de sa faute. C'est un phénomène qui s'applique. Et vous allez voir maintenant, ces membres vont commencer à réagir. Les uns vont l'accepter, les autres vont s'opposer à lui. Et ça va créer une rupture à l'interne. Cette rupture risque encore de le fragiliser davantage. Je refuse ça. Conseille que son pasteur m'écoute en même temps, que de bonnes prières, des incartations religieuses s'effacent pour qu'on casse ce lien. Ça s'appelle le phénomène du leadership politique dans le cas. Alors maintenant, il faut naviguer dans le temps pour comprendre ça. Il ne faut pas être quelqu'un qui est trop présentiel. Il faut naviguer dans le temps. Vous allez 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vous voyez ce qui va se passer. Vous revenez, vous expliquez aux autres. Vous serez incompris. Mais parce que vous-même, vous êtes phénoménal, vous voyez ce qui va arriver et vous comprenez les enjeux. Vous savez les motiver et avoir une équipe qui aura les mêmes yeux que vous, la même capacité de naviguer dans le temps que vous. Mais s'il y a un décalage, vous naviguez dans le temps, les autres ne naviguent pas, mais c'est une rupture. Donc je veux qu'ils comprennent ça, qu'ils fassent le recul du temps, qu'ils naviguent en reculant. De 2006 jusqu'à ce jour, il me donnera raison, il aura compris. Ça, ici aussi, ne peut me comprendre, en tout cas que les gens qui savent naviguer. Si vous êtes prosaïque, ça veut dire terre à terre. Si vous êtes trop commun, vous ne vous débarquez pas des autres. Il est difficile de saisir ma réflexion. Et elle est juste, question d'observer, et ça se fait, et ça risque de se matérialiser, de se pragmatiser davantage, si on n'a pas de bon pasteur. C'est ce pasteur-là qui peut l'aider à casser son félice, cette barrière. Le contraire, on est passé pour la mauvaise gloire. Le contraire, on est passé pour la mauvaise gloire. On va finir, M. Pascal, il nous reste quelques minutes pour conclure. Dernière thématique, c'est la question de l'homme politique congolais. Est-il acteur du développement ou du freinage